Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est content de vous retrouver cette semaine. Déjà, on voulait vous remercier en vrai. Alors, c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on tourne cet épisode la semaine où on a sorti L'épisode 72, on quitte le Boomer Dream. On quitte le Boomer Dream et franchement, on voulait vous remercier pour l'engouement que vous avez, auquel vous avez répondu. Du coup, franchement, on est trop contents. Je suis super étonnée en plus qu'il y ait pas mal de femmes qui veuillent prendre les choses en main. Du coup, c'est super cool et on vous en remercie. Ouais, franchement, c'est top. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent juste se renseigner ou un call ou quoi, ça n'engage à rien, donc n'hésitez pas à venir. Tout à fait, vu que ça y est, on est en train de lancer les coachings, si ça vous intéresse, vous soit par mail, soit par DM sur Insta directement, et puis à ce moment-là, de toute façon, on a un call gratuit ensemble pour voir si ce qu'on propose ça vous intéresse, et puis si éventuellement vous êtes éligible aussi, c'est-à-dire si vous êtes un profil qu'on est en capacité de bien pouvoir accompagner, ouais. Et puis en fonction, on voit si on peut travailler ensemble. Ouais. Exactement. Parlons-en les 5 étoiles sur les plateformes. C'est à chaque fois je me suis fait un petit pari avec Marie, je me suis dit là par rapport au nombre d'abonnés, on a à peu près un abonné sur 5 qui nous laisse 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Donc déjà pour ceux qui l'ont fait, un grand merci à vous, vraiment c'est génial. Et pour tous les autres qui sont abonnés qui n'ont pas mis les 5 étoiles, si seulement vous pouviez y penser s'il vous plaît, ça prend 2 petites secondes sur les plateformes et vraiment nous ça nous aide beaucoup parce que c'est ce qui permet de montrer aux autres créateurs un petit peu l'engouement qu'on a et le nombre d'écoutes qu'on fait par à peu près le nombre de notes qu'on a sur nos épisodes ou sur le podcast en fonction de la plateforme où vous écoutez. Et vraiment si on arrivait à monter peut-être à un quart, un tiers, je suis peut-être un petit peu optimiste, mais si au moins un abonné sur 3 faut mettre 5 étoiles, en fait ça nous ferait plus que doubler le nombre de 5 étoiles qu'on aurait. Donc franchement si vous pouviez y penser à la sortie de cet épisode ou même maintenant, ça serait parfait. Ça ferait plaisir à Julien pour ses statistiques. Exactement, je suis l'homme des stats, l'homme des chiffres, j'aime bien ça. Qui s'est passé cette semaine? On est allé à une âge. Ouais, Tu veux replacer un peu le contexte? Oui, en fait, c'est une opération qu'on a fait mi-2023, juste après qu'on ait lancé le podcast à l'époque. Ouais. On avait acheté des locaux commerciaux, on en a déjà parlé, c'est là on a eu quelques soucis de mairie, on en a encore, mais ça va bien finir par se régler un jour. Et notamment, c'était une copropriété où les frais, ils étaient vraiment astronomiques. Nous, on a 2 commerces en rez-de-chaussée, et pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près à 3500 € par an de frais de copro pour 2 commerces. Enfin, c'est vraiment énorme. Moi, j'ai l'impression que ça nous coûte les yeux de la tête. On lâche des 750 € par trimestre de provision pour charge. Un local commercial. Surtout que c'est pas refacturable. Ouais, c'est ça. C'est qu'en plus, on s'en était rendu compte. C'est-à-dire que quand vous avez comme ça des frais, que vous êtes propriétaire, normalement, il y a une partie où, quand vous recevez votre appel de fonds, il y a une partie où il y a marqué don locatif. Et le don locatif, c'est ce que vous pouvez refacturer à votre preneur. Et le souci, c'est qu'en fait, nous, à la part locative, ça représente peut-être même pas 20% du montant de ce qu'on doit payer tous les trimestres. Donc c'est que des charges qui sont facturables uniquement aux propriétaires. Alors ça, je suis pas sûr qu'on en parle un jour dans un podcast parce que c'est pas très intéressant, mais grosso modo la loi fixe en fait ce que vous pouvez facturer le montant des charges qui incombe aux propriétaires. En général, c'est les charges de fonctionnement de syndic et de travaux dans l'immeuble. Ouais. Et en général, quand c'est de l'entretien ou que ça bénéficie directement au locataire, en général, c'est le locataire qui le paye. Bref.
Nous, dans notre cas, c'est que des charges quasiment à 80% qui sont de notre poche. Donc moi, j'étais dans cette situation en mode, enfin, c'est hors de question. Va falloir qu'on trouve une solution pour diminuer les frais dans cette copro. Après, c'est un vieil immeuble, hein, mais bon, pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas une très grosse copro. Il doit y avoir une dizaine de propriétaires en tout. Nous, on a les deux copros les deux commerces, pardon, plus les caves. Ça fait à peu près un tiers des tantièmes. Et les autres, c'est des propriétaires qui en général, ils ont un appartement chacun qui louent directement en locatif. Je pense pas qu'il doit y avoir de propriétaires habitants ou peut-être un seul. Et du coup, on s'était dit déjà, on allait regarder dans les comptes annuels pourquoi les frais étaient aussi chers. Ouais. Et quand on a regardé, c'était surtout des frais de copro pour là, quasiment Julien était pas content. 30 à 40% à peu près. Ouais. Et le reste, c'était énormément de frais dus à la cage d'escalier. Donc ça peut être de l'électricité, de l'eau, ça peut même être par exemple dans la cage d'escalier, ils ont des encombrants à chaque fois qu'ils doivent parce que les locataires sont un peu indélicats, ils laissent des trucs dans la cage d'escalier, du coup à chaque fois il faut faire venir une entreprise pour les retirer, ils cassent des portes. Enfin bref, c'était beaucoup de frais où au final nous on se dit attends, nous on a les commerces, on s'en fout. Enfin franchement que la porte de la cage d'escalier soit pétée quand t'es juste propriétaire des commerces, c'est le dernier de tes problèmes. Surtout que notre preneur a pas accès. En fait, il a rien à faire dans les parties communes. Il y va pas. Je sais même pas s'il a les clés. Je pense que oui, quand même. Oui, pour le compteur électrique, c'est tout. Mais pour sinon, la boîte aux lettres, ouais. aux lettres, pardon, ou un truc comme ça. Mais sinon, pas de logique qu'on y participe. Mais pourquoi est-ce qu'on y participe? C'est parce qu'en fait, avant, l'immeuble était détenu par une personne entière. Et du coup, c'était un marchand bien, si j'ai bien compris. Et du coup, bref, quand il a séparé les biens, il a fait ça comme il voulait. Et du coup, on se retrouve à payer il y a une mauvaise allocation des charges. Oui, en fait, normalement, vous avez des clés de répartition qui sont établies. Et normalement, dans notre cas, il y aurait dû y avoir une clé de répartition pour les appartements et une clé de répartition pour les commerces, pour bien distinguer qui payait quoi. Dans notre cas, c'était pas le cas. Et du coup, quand j'ai établi les comptes, si on voulait faire des économies, on avait deux solutions. On avait la première, c'était changer la clé de répartition pour, en gros, faire en sorte que nous, en tant que commerce, on ne paye pas pour la cage d'escalier. Ouais. Ça, déjà, c'était la première chose. Et la deuxième, c'était éventuellement changer le syndic ou virer le syndic, parce qu'en réalité, le syndic, vu que c'était 30 à 40% des charges annuelles, s'il y avait plus de syndic, ça faisait déjà une bonne économie. Ouais, après, moi, pour ça, j'étais pas ultra chaude, parce que, pour l'instant, on peut pas le gérer, nous. Tu t'étais renseigné auprès d'un concurrent, du coup? Ouais, enfin auprès d'une solution en ligne, ça s'appelle Matera, peut-être il y en a qui doivent connaître parce qu'ils passent dans pas mal de podcasts. Ouais. Et je m'étais renseigné un peu sur leur solution, ça avait l'air pas mal, ça avait l'air surtout moins cher et c'était surtout ce qui m'intéressait. Certes, toi ce que t'aimais pas, c'était qu'en fait quand il y a Matera, ils se déplacent pas pour aller voir la copro. Ouais. Donc s'il y a des travaux, des trucs, ça fait un peu plus de boulot. Et c'est moi en fait qui suis en contact pas mal avec eux, qui reçoit leurs mails, etc. Et en fait, moi je me rends compte quand même que c'est pas mal de travail. Si on se mettait syndic bénévole, ça allait être relou, quoi. Mais sur le principe, j'étais d'accord avec toi, mais bon. Oui. Enfin, en fait, c'était pas Matera, c'est pas syndic bénévole. En fait, il y a trois types de syndics. Oui, mais on le faisait. On était syndic bénévole. Oui, mais en fait, si tu veux, t'as les trois solutions. T'as ce qu'on a actuellement, donc le syndic payant. T'as Matera, c'est syndic coopératif. Donc Matera gère une partie et nous on doit gérer l'autre, entre guillemets, enfin le conseil syndical légalement. Et après la troisième partie, c'est de syndic bénévole. Syndic bénévole, non, ça j'ai pas envie parce qu'il faut gérer les comptes. C'est nous-mêmes qui devrons appeler l'AG, compagnie. Alors si vous avez peut-être la majorité des tantièmes dans une copro, ça se fait, mais nous on a que 30%, qu'on a que des commerces et vraiment on n'a pas envie de s'embêter avec ça, quoi. Donc non, nous c'était pas syndic bénévole qu'on devait faire, c'était syndic coopératif, par le biais justement de Matera qui nous aurait géré un peu la partie administrative avec les comptes, le compte bancaire, etc. Et c'est vrai que toi t'étais pas chaud. Moi je l'étais parce qu'en plus je me dis en fait ça nous fait de l'expérience pour le podcast et même pour nos accompagnements de changer. Il veut ma mort en fait. C'est fou. Non mais faut le dire, tu vois, ça nous faisait une vraie expérience en mode on a changé le syndic, voilà comment ça s'est passé, voilà comment faut faire, voilà quels sont les risques. Enfin ça nous aurait fait un retour d'expérience. Moi c'était aussi un truc qui me motivait et en vrai enfin c'est pas quelque chose qui en termes de coût même de temps c'était pas un gros risque. C'était un truc où ça pouvait être un petit peu embêtant, ça se passait pas bien, mais c'était pas non plus un truc par rapport à ce qu'on gère actuellement. Franchement, c'était du pipicha, quoi. Donc et au final, du coup, tu veux décrire un peu tu veux que je le raconte ou tu racontes comment s'est passé la fameuse AG où on est allé cette semaine? Parce que cette anecdote est déjà beaucoup trop longue. Ouais, raconte si tu veux, parce que moi j'étais un peu choc-barre, j'étais là, bon. Bon, faut savoir qu'en ce moment je suis un peu fatigué, qu'on a eu un peu beaucoup de trucs pas forcément très sympas à gérer les derniers temps, et en ce moment j'ai plus de filtre. Il était remonté comme un coucou. J'ai plus de filtre,
pas grand chose pour me chauffer, et c'est vrai que en ce moment, faut le dire, j'ai pas froid aux yeux quand il s'agit de négocier ou de dire ce que je pense. Et je suis du en coup, roue libre et ça va pas. c'est un petit peu le cas. Alors là, je me tempère pour le podcast, mais du coup, on se ramène sur place au syndic. En plus, on croise notre agent immobilier, etc. Parce que c'est la même agence. Donc, on lui dit bonjour. On lui parle pas spécialement de ce qu'on compte faire après, parce que de toute façon, ça le regarde pas. Nous, l'agent immobilier, c'est juste pour acquérir les locaux. Oui, voilà. Alors, précisons que quand même, cet agent immobilier, du coup, c'est lui qui nous trouve les biens en off-market dans cette zone-là, et que du coup, on a une bonne relation avec lui. Mais c'est vrai qu'à la base, il est salarié de cette agence qui nous gère le syndic aussi. Juste pour le contexte. Voilà, tout à fait. Merci pour ces éléments. Et du coup, on rentre, on s'annonce, il nous faut rentrer dans une pièce. Et en fait, moi, je m'attendais à ce qu'on soit avec les Camille de la compta et Delphine de la gestion du syndic, tu vois, qui sont pas agréables en plus à chaque fois que tu les as par téléphone. Et je pensais que c'était avec elles qu'on allait faire la réunion de l'AG. Ouais. Et en fait, pas du tout. Je vois un bonhomme, je sais pas, 60 ans passés, très grisonnant, qui se ramène dans le couloir, que l'air un peu nonchalant, faut le dire. Ouais, ça fait vraiment enfin pour ceux du sud, je pense qu'ils voient, c'est vraiment le vieux roublard renfrogné, tu vois, c'est ouais, avec l'accent bien pensé, ouais, bien l'accent de Camargue, c'est ça, c'est la clope, enfin bref. Et en fait, il se présente, et c'est vrai qu'au moment où il dit son nom, Ouais, je sais pas, on est en train de marcher dans le couloir, j'entends pas forcément. Mais moi, j'ai entendu pour le coup. Et en fait, s'il se trouve que ce gars-là, c'était le grand big boss de l'agence, qui apparemment connaît tout le monde localement, etc. Et en fait, on commence l'AG, on est les seuls copropriétaires présents. Moi, je me dis génial, de toute façon, on avait 30% des tantièmes, en plus, on est les seuls présents, donc on va pouvoir faire ce qu'on veut. Il commence à appeler l'AG, et je dis, bah écoutez, je vais crever l'abcès tout de suite, on va pas perdre de temps, on va pas renouveler le syndic. Bah, je lâche ça comme ça, je me dis bon allez, de toute façon autant qu'on perde pas de temps et que ça aille vite. Ouais, il y a un giga blanc. Alors lui en plus, il était choc bar, il était là genre quoi. Il dit c'est qui ce petit con, tu sais. Parce que bon, il a 2 fois notre âge quand même, largement même. Ouais, peut-être 3 fois. Et il était là bah vous pouvez pas. J'étais là bah si je peux. Il dit non, vous pouvez pas, il y a pas les autres et tout. Il dit bah j'ai 30% des tantièmes, vous allez faire quoi? Ouais, c'était ça, j'étais là bah quoi, j'ai 30%, tu comptes faire quoi en fait? Qu'est-ce qu'on fait, tu vois, c'est bon. Et au final, je pense que du coup, il a compris que l'agressivité ça allait pas le faire avec Julien. Du coup, il a dit bah écoutez, on va voir. On va voir, voilà. Julien était là. Mais si vous voulez, on verra à la fin, voilà, tu vois. C'est ça. Et parce qu'en plus, quand vous révoquez le syndic, c'est à vous de rédiger le PV d'AG. Donc moi, j'avais mon ordi prêt à dégainer. Enfin bref, et vraiment, bon, ça a mis un peu un froid. Vous êtes pas écharpé, mais ouais. Ouais, et puis c'est surtout qu'il était déjà renfrogné en arrivant, bah alors là son visage s'est fermé, il avait les sourcils vraiment froncés, c'était le Grumpy Cat, quoi. Si vous avez le même en tête, vraiment il avait typiquement cette tête là, et du coup il commence à faire l'AG, etc. Et du coup on avance, il me dit mais qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit bah on va, je vous cache avec vous, on va installer Matera dans la copro directement. Et il me dit ah mais vous pouvez pas. Je dis bah pourquoi on peut pas? Il me dit bah parce que c'est pas l'heure du jour de l'AG. Je dis bah en fait une fois qu'on est présent on peut rajouter ce qu'on veut, et c'est vrai que légalement quand vous faites une assemblée générale de copropriétaires, même s'il y a des points qui sont pas à l'ordre du jour, si vous êtes présent vous pouvez en fait c'est le secrétaire de séance qui décide de le faire, et en l'occurrence c'était moi le secrétaire de séance, vu qu'en fait il y a quasiment pas de copropriétaires, fallait mieux que ce soit que nous, donc en fait on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Ouais, il a quand même soutenu qu'on pouvait pas, mais je pense qu'il voulait nous rattraper, mais du coup bon. Oui, moi je lui dis bah vous savez quoi, à la fin j'appellerai mon conseil, on verra, etc. Ah ouais, j'étais en mode vas-y, on l'entend jusqu'au bout, quoi. Enfin de toute façon c'est pas lui qui allait décider, c'est nous qui payons à la fin, tu vois. Ouais, et puis là vous commencez un long débat sur Matera, parce que lui apparemment il a une copro, enfin il est propriétaire dans une copro gérée par Matera. Il était là ouais, même si les honoraires ils sont attractifs, il gère rien, machin. Julien était là ouais mais vous me coûtez trop cher en fait. Oui c'est ça, bah moi j'étais caché avec lui, je lui ai dit écoutez là, vous pouvez baisser vos honoraires de moitié, on reste avec vous. Il était là ah ben non moi je fais pas ça, moi, j'étais morte, moi, j'étais à côté, j'étais là putain c'est sans fin. Bah ouais complètement, ouais, c'est ce que je lui dis, parce que lui il pensait qu'on n'était pas content. Je lui dis non c'est pas qu'on n'est pas content, je lui dis c'est juste une réaction d'investisseur logique. J'ai dit nous on a investi, on regarde les chiffres, vous nous coûtez trop cher, du coup on arrête là quoi. Ouais. Aussi simple que ça. Et du coup il était là bon bah il a redescendu avec nous tout le budget et tout, et il a dit voilà si on change la clé de répartition. Oui finalement on a trouvé une solution entre deux, parce qu'à la base en plus si on le renouvelait on pouvait le renouveler pour on devait le renouveler pour 3 ans, donc bizarrement on pouvait rien rajouter au PV, mais par contre il pouvait corriger les chiffres et ce qu'il voulait dans le PV, tu vois. Donc finalement il a corrigé, on l'a renouvelé pour 1 an.
uniquement. Comme ça permet que l'an prochain, à nouveau, on se repose la question et qu'on revoit si on passe par une autre solution. Et surtout, comme je l'avais expliqué un peu en intro de cette longue boom anecdote, en fait, on a changé la clé de répartition où normalement on devrait plus payer pour tout un tas de charges dans la cage d'escalier. Donc ça devrait drastiquement faire diminuer nos charges. Et c'était quand même le premier objectif qu'on avait de cet AG. C'est pour ça qu'on s'est déplacé. Sinon, je crois qu'on vous avait dit qu'on se déplaçait jamais. Et en fait, du coup, Julien avait pas entendu que le nom de ce mec-là, mais moi je l'ai bien entendu. C'est pour ça que je te trouvais un peu, genre je me suis dit, il est pas fort quand même. Et en fait, du coup, lui, il connaît tout le monde dans l'agence. Je sais pas, il est franc-maçon, je sais pas ce qu'il fait dans le secteur. Et en fait, c'est vrai que la mairie, qui nous pose problème depuis le début, a voulu préempter nos biens quand on a voulu acheter, parce qu'on n'était pas de la même ville. Et c'est lui qui est allé manger avec le maire pour faire, pour le convaincre en gros de pas préempter. Et à la fin, il était là. Rappelez-vous bien que c'est moi qui suis allé manger avec le maire pour vous sauver les fesses. En gros, Julien était là. Ouais, d'accord, ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, il a en fait, on l'a payé. Oui. On l'a payé, on peut le dire, franchement, je pense qu'on peut le dire, on l'a payé plus de 6 000 euros, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est les horaires classiques, les honoraires classiques, je crois que c'est 7 ou 8%. Ouais. Là, on le on repaye encore 6 000 euros pour une autre opération. Donc, en fait, au bout d'un moment... Oui, plus les frais de syndic qui se prend grassement chaque année. On vient de le rincer une année sur ses frais de syndic, en fait, au bout d'un moment... Ouais, parce que tu vois, ça c'est intéressant pour donner un ordre d'idée aux auditeurs. Donc, c'est un immeuble qui doit faire quoi en termes de superficie? Il doit faire un truc genre 400 mètres carrés. Donc, c'est un grand immeuble. Il a 14 lots, non, tout? Non, et moins que ça, c'est avec les caves, les 14 lots. Donc tu retires les caves, en gros, je crois qu'il y a genre 2 commerces et 8 apparts, un truc comme ça. Donc c'est pas non plus un truc gigantesque. Il y a des gars qui sont propriétaires de ça tout seuls. Bah d'ailleurs, nous on a des immeubles assez grands qui sont pas très loin de cette superficie-là, et ils prennent quand même entre leurs honoraires qui sont de 2600 euros par an et des différents frais, parce qu'à chaque fois ils se rémunèrent sur les travaux, ils se rémunèrent sur les envois postaux, enfin ils se rémunèrent sur plein de trucs. En fait, quand on met tout ça bout à bout, on arrive facilement à 3 500 euros qui se prennent dans la poche chaque année, quoi. Ouais, exactement. Donc on a trouvé un terrain d'entente, on vous dira dans un sur les renouvelle ou pas. Mais vraiment la scène était lunaire, j'aurais dû la filmer, ça aurait été génial. Puis en fait, on pense surtout à notre revente de biens, c'est vrai que ça rajoutera de la plus-value, en tout cas, ça sera pas un argument de négociation d'avoir des charges de copro faibles, quoi, parce que pour le coup, elles seront vraiment faibles. Ça augmentera la renta du bien, donc voilà. Complètement. C'était pertinent. D'ailleurs, tu vois, petit détail, en même temps, on le dit dans le podcast parce que ça peut être intéressant pour tout le monde, mais là, on pourrait économiser aussi, c'est qu'ils pourraient nous appeler tous les documents, ils pourraient nous les envoyer par mail ou nous les envoyer par courrier. Oui. Parce que on a certaines copros qui le font et en fait, ça permet de faire des économies, quoi. C'est ça. D'autres boom anecdotes, t'as vu que les droits d'enregistrement, ils ont augmenté? Ouais, ils devraient normalement augmenter les droits d'enregistrement de 0,5%. Pendant combien de temps? Une durée de 3 ans, mais en fait, c'est toujours comme ça. Genre, moi, je me souviens quand ils ont mis en place la fameuse taxation exceptionnelle sur les hauts revenus, ça devait s'arrêter quand les finances publiques iraient mieux. Puis il y avait la CSG CRDS à la base, c'est de venir rembourser le déficit plus ou moins de la sécurité sociale, et du coup, quand il y avait plus de déficit, ça devait s'arrêter, mais ça s'arrête jamais. C'est toujours pareil, quand ils augmentent des impôts, c'est très rare que ça redescende dans l'autre sens. Donc la mauvaise nouvelle pour les investisseurs IMO, vous savez, vos frais de notaire, ils sont déjà assez chers, et dans vos frais de notaire, vous avez la rémunération du notaire, vous avez quelques frais afférents à l'opération, l'inscription hypothécaire, etc. Et vous avez surtout des droits d'enregistrement qui sont aujourd'hui de 5,8%. Dans la plupart des départements de France, et normalement à partir du 1er janvier, il devrait passer à du coup 6,3, enfin en tout cas on aura le montant précis, j'imagine, dans les semaines qui viennent. Et franchement, je trouve que ça fait grincer des dents de ouf. Parce qu'en fait, faut voir le contexte. En fait, ils ont pas cette surtaxe annoncée un peu au dernier moment, elle est pas anodine. C'est que à la base, quand ils ont présenté leur projet de loi de finances, ils étaient là, bon, on va lever 20 milliards d'euros d'impôts en plus. Donc c'est un peu pour ça que dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé du LMNP, on a parlé un peu de différents impôts qui allaient augmenter, et on va faire 40 milliards d'économies sur l'État, les collectivités. Sauf qu'en fait, les collectivités, elles ont dit non sur les économies qu'elles devaient faire. Je crois que ça, elles devaient faire 5 milliards d'économies, quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, le Premier ministre, il a dit, du coup, vous voulez pas faire d'économies, c'est pas très grave, on va augmenter vos droits d'enregistrement, et comme ça, au moins, ça compensera la différence.
Et sauf qu'en fait, bah non. En fait, non, genre, si tu veux, le principe, quand tu amènes un plan où tu dis, si on fait 20 milliards d'impôts supplémentaires, on fait 40 milliards d'économies, il faut faire les 40 milliards d'économies. Là, ça va finir qu'en fait, il va y avoir 40 milliards d'impôts et 0 € d'économies, quoi. C'est toujours comme ça. Donc, on le dit, hein, en tout cas, d'un point de vue des finances publiques, ça va vraiment pas dans le bon sens. Et, quand ça touche tout le monde, déjà, c'est rageant. Mais alors que déjà, quand ça vient en plus taper sur les investisseurs IMO, Ouais, bon, on va dire tous les gens qui achètent de l'immobilier en France, mais c'est encore quelque chose de plus qui va renier notre rentabilité et c'est ça, pour pas de contrepartie comme d'hab. Donc franchement, c'est vrai que c'est un peu relou. Et tu sais ce que ça me fait penser? Non. Qu'en vrai, franchement, pour tous ceux qui veulent un peu se lancer dans l'immobilier et le faire rapidement, faut pas perdre de temps parce que honnêtement, à la vitesse où ça va, je commence à m'inquiéter un peu pour genre se lancer dans l'immobilier en 2030, 2035, je pense que ça sera pas comme aujourd'hui. Ça sera plus difficile parce que tu auras encore plus de fiscalité qu'aujourd'hui. Ouais. Donc tu vois, ça revient un peu sur ce qu'on dit souvent, mais en fait le meilleur moment pour acheter de l'immo c'est maintenant parce que si vous attendez 2-3 ans, en fait, on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres surprises sorties du chapeau. Et que vous vous retrouviez encore à payer vos biens immobiliers encore plus cher qu'avant pour plusieurs raisons, dont l'augmentation de la fiscalité. Donc franchement, si vous voulez vous bouger, c'est maintenant qu'il faut le faire. Quoi. Allez-y. Peut-être dernière boom anecdote. Allez, bonus, celle-là, je l'ai pas sur la liste. J'ai reçu un commandement d'huissier. Ah oui. Bon, c'est des problèmes où on relève même plus, mais cette année ne s'arrête donc jamais. Ouais. Alors là, c'est sur un truc perso pour le coup. En plus, c'est à mon nom. C'est à ton nom. C'est à mon nom. En fait, c'est pour la cuisine. Parce qu'on n'a pas payé la totalité d'une cuisine à juste titre. Hein. On n'est pas. Ouais, je pense que on a dû le raconter dans un des premiers épisodes cette histoire, je pense. Ça remonte là, on est à l'épisode 74, 75 je pense, donc on a dû le raconter dans les 10 premiers épisodes, quelque chose comme ça. C'est ça, en gros on a un litige avec le cuisiniste depuis le début, enfin il s'est passé tout un tas de trucs rocambolesques, et en fait je pensais qu'il laisserait tomber parce que vraiment pas... oui, parce que franchement on est sur une créance sur... déjà on n'est pas d'accord sur le montant, et sur le montant ça va du minimum 500 €, donc autrement dit rien, à maximum 1500. Ouais. Donc je vais récupérer mon papier, on va donner ça à l'avocat et... Ouais, mais bon, en fait le problème c'est toujours pareil, c'est le temps que ça nous coûte, en fait faut appeler la protection juridique en plus. Rien que là je dois passer déjà à l'huissier, c'est chiant. Ouais, en plus manque de chance, on a vraiment une dinde à la protection juridique. Enfin vraiment Non mais il faut le dire. Sans filtre. Non mais faut le dire. Parler comme ça déjà. Si, faut le dire. Elle est nonchalante. Elle est vraiment pas de bons conseils parce qu'en plus, étant donné que ce souci-là, on l'avait déjà eu il y a plus de 2 ans. Ouais, on l'avait appelé déjà. J'ai déjà eu du coup un sinistre à la PJ où elle m'avait donné des mauvais conseils. Ça en vrai, vraiment bref, ça fait des sujets dans les sujets, mais tu vois, les protections juridiques, c'est censé conseiller, les assurés qui prennent ce type d'assurance pour éviter d'aller au litige. Et en fait, elle m'avait vraiment donné que des conseils de merde. Et en fait, on s'en est sorti heureusement parce que j'ai fait 50 droits et pas pour les conseils qu'elle m'a donnés. Mais bref, je pensais avoir quelqu'un d'autre en me disant 2 ans après, elle y est probablement plus. Manque de chance, elle est toujours là, et toujours aussi nonchalante. Elle m'a dit ah mais vous auriez dû m'appeler avant. J'ai dit en fait, j'ai bricolé quelque chose, mais j'étais à 2 doigts de lui dire en fait vu comme vous étiez inefficace il y a 2 ans, j'avais pas très envie de vous rappeler, mais bon je l'ai pas dit. Donc va falloir aller récupérer le courrier d'huissier, le scanner, lui envoyer, attendre qu'elle me réponde, attendre qu'elle me dise de combien on peut aller voir un avocat en termes d'honoraires, engager l'avocat, expliquer tout le dossier à l'avocat, transmettre toutes les pièces à l'avocat, que l'avocat monte les conclusions, qu'on relise les conclusions, qu'on envoie les conclusions au juge. Enfin, c'est encore des trucs qui vont nous prendre des soirées de boulot, et c'est vrai qu'il y en a un petit peu marre. On voulait vous remercier pour votre soutien sur notre podcast. Le nombre d'écoutes et vos retours positifs nous permettent aujourd'hui de vous proposer une collaboration avec Jérôme Rubin du Bien Rentable, que vous avez déjà entendu sur ce podcast. Le Bien Rentable, qu'est-ce que c'est ? On nous pose souvent la question de comment trouver un bien rentable. Pas 1000 solutions, soit vous le cherchez vous-même et cela peut prendre un certain temps, soit vous faites appel à un spécialiste comme Jérôme en tant que chasseur immobilier. Avoir recours à Jérôme vous permet de trouver un bien rentable autour de 10% de rentabilité partout en France. Il vous trouve le bien, il vous chiffre le projet et vous accompagne tout au long de l'opération. Trouver son premier bien peut être stressant et source de nombreuses complications. Passer par Jérôme, c'est un gage de sérénité pour trouver son premier bien et réussir son opération immobilière dans les meilleures conditions. Jérôme est multi-investisseur aguerri et a déjà accompagné une centaine de clients dans l'acquisition d'un bien rentable. Si tu veux dès maintenant trouver un bien rentable, je t'invite à suivre le lien dans la description et à réserver un créneau pour ton appel gratuit. Du coup, ça me permet de faire la transition vers l'épisode du jour, parce que moi ça je le relève même plus, mais en fait ça rajoute du travail, et c'est une question qu'on nous pose souvent quand on parle un peu de ce qu'on fait, c'est comment est-ce qu'on fait pour tout faire d'un coup, tu sais, tout gérer d'un coup.
genre toute notre vie, etc. Gérer plus de 45 biens IMO, les cryptos, les ci, les mi, le job salarié à côté, là du coup un side business encore à côté et la vie perso accessoirement. Et je trouve que c'est intéressant parce que... On fait un mariage aussi en même temps cette année. Ouais, c'est vrai. Le podcast. Oui, le podcast aussi. Donc, je pense qu'on va vous donner nos meilleurs conseils. Parce qu'en vrai, il n'y a rien de trop... Non, rien de faut le dire. secret, mais c'est vrai qu'on est des zinzins de l'orga pour le coup. C'est ça, c'est que on va pas se le cacher. Il faut être efficace en termes d'organisation si vous voulez faire beaucoup de choses en même temps. Et je pense même que dans tous les cas, dans votre vie, c'est un game changer énorme. Et de toute façon, vous le voyez, si vous êtes quelqu'un d'organisé, des fois, vous voyez des gens pas organisés, vous dites comment ils font. Ouais. Voire des fois, vous pouvez avoir des gens pas organisés qui vous disent qu'ils ont pas le temps alors qu'ils ont pas grand chose à faire. Et quand vous êtes très organisé, vous êtes là en mode, en fait, souvent, ça va bien se passer. Il y en a plein qui paraissent débordés, nous, on comprend pas. Ouais. Mais, bon. Donc effectivement, là, on va un peu vous donner les trucs parce que bon, ça s'est fait. Je pense c'est peut-être venu un petit peu comme ça, tu vois. On n'a jamais genre lu des livres sur l'organisation, on n'a jamais. Déjà, on vient de métiers où c'est quand même un prérequis, je pense. Oui. De pas être trop bordélique, même si bon, j'en vois au boulot, je suis là, bon, ok. Mais c'est vrai que d'une manière générale, je pense que les études qu'on a fait, donc compta et droit, ça conditionne un petit peu, surtout en droit, je pense. Où faut être quand même assez. Oui, il faut être organisé, mais de toute façon, honnêtement, je pense que dans toute la vie, il faut être organisé. Honnêtement, aujourd'hui, à part, prends quelqu'un qui a vraiment une vie complètement différente de nous, prends un mec agriculteur, lui aussi doit être organisé, tu vois. Alors, il doit savoir quel champ il va aller labourer, à quelle heure il doit aller nourrir ses bêtes. En fait, je vois pas très bien aujourd'hui qui peut vivre sans organisation, à moins genre d'être vraiment un marginal qui vit dans un camion et qui travaille pas, tu vois. Là, ouais, tu peux te permettre de pas être organisé parce que t'as genre pour le coup vraiment rien à faire. Mais sinon, si tu bosses, peu importe ton taf, peu importe ce que t'as un peu besoin de faire dans ta vie perso, t'as toujours besoin d'organisation. Après, je pense qu'il faut trouver une organisation qui est propre à soi. Nous, on va vous donner nos conseils qui ont fonctionné pour nous. Je pense que la vôtre risque d'être différente de la nôtre parce que ça s'adapte vachement à nous. Par exemple, je sais que nous, il y en a qui font pas de sport, nous on en fait, donc ça rentre dans le compte, etc. Donc c'est juste les principaux axes. Comment est-ce qu'on nous on fait, ça peut peut-être vous inspirer. Donc ouais, puis je viens de penser à ça fait un peu une petite parenthèse, mais le livre un peu célèbre sur l'organisation, c'est La semaine de 4 heures ou de 5 heures. Ouais, c'est 5 ou de 4 heures. Ouais, c'est 4 heures. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Moi personnellement, je trouve que ce livre, il est pas ouf. J'avais pas réussi à le terminer parce que vraiment en fait, il y a une morale un peu de dev personnel qui est pas mal en mode ce qu'il faut retenir du livre, c'est que t'as pas besoin de passer beaucoup de temps au travail pour justifier ce que tu gagnes ou la qualité de ton travail. Donc ça c'est une bonne morale, tu vois, parce qu'effectivement t'as parfois des gens qui ont l'impression que pour entre guillemets avoir des gros résultats, t'es obligé de passer beaucoup de temps à travailler, alors que justement la base de l'investissement c'est se rendre compte que en fait tes revenus sont pas forcément corrélés au temps que t'y passes. C'est plutôt en fonction des efforts que tu fais, la qualité de tes investissements, de tes business, etc. Donc cette morale là dans le livre elle est bien. Par contre tous les conseils organisationnels qu'il donne, le mec je sais pas, il a écrit son bouquin dans les années 90-2000, hein, il est américain. Je sais pas, quand il délègue des tâches à des sous-traitants indiens sur les plateformes téléphoniques. Toi, t'es là en mode, écoute, mec, je suis français en 2024, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Voilà. À la limite, vraiment, si on voulait optimiser un peu à la manière du livre, il faudrait plutôt aller voir du côté de l'IA et de ce que tu peux gagner comme temps avec Gronk ou ChatGPT. Et là, ouais, t'as un truc à chercher, mais très clairement, tu peux pas, aujourd'hui en France, on peut pas engager des Indiens ou des Pakis pour répondre au téléphone ou alors on s'appelle SFR, tu vois, c'est... Ça va pas le faire. Du coup, on va le faire en deux parties. Je pense qu'on va commencer par s'organiser seul et s'organiser à deux parce que il y a les deux cas de figure. Je pense qu'un rappel est important. Donc là, pour ceux qui s'organisent seuls, mais ça vaut aussi pour ceux qui s'organisent à deux, c'est d'être assez clair sur ses objectifs. D'une manière générale, de se rappeler qu'est-ce qui est important. Et spoiler, votre job CDI, c'est pas le plus important. Ouais, complètement. Et moi franchement, j'ai mis tellement longtemps à le comprendre. Vous ne savez pas l'énergie que j'ai mis pour lui faire comprendre qu'en fait, son job CDI, c'était absolument pas la priorité. Et encore aujourd'hui, des fois, on a la conversation. Ouais. Après, c'est parce qu'on a des jobs aussi où toi, t'es plutôt très autonome. Moi, j'encadre des gens. Bref.
il y a de ça un petit peu aussi, donc. Ouais, mais je te donne un exemple tout bête. Des fois, dans ton taf, tu te retrouves à faire le boulot de ton employeur, tu vois. Ouais, alors après oui, c'est au cas par cas. Enfin, tu vois, genre typiquement, je donne un exemple concret parce que là pour les auditeurs ça l'est pas, mais en gros, tu t'en vas de ton job bientôt, Ouais. et si vous voulez, c'est pas les clients de Marie, c'est les clients de son employeur. Genre en fait, c'est son employeur qui est payé. Et le souci, c'est que il devait appeler les clients pour normal expliquer qu'en gros Marie s'en va et que du coup elle aura une remplaçant, enfin un ou une remplaçante, et il l'a pas fait. Non. Et du coup, c'est à toi de le faire. Sauf que là, pour le coup, c'est vraiment genre à lui de le faire parce que les clients, Marie les appelle, ils prennent ça pas bien, ils sont en mode je comprends pas pourquoi le boss il m'appelle pas. Il passe. Après, c'est lui qui passe pour. Oui, mais toi, ça donne quand même plus de boulot pour le coup, pour vraiment un truc que lui doit faire, parce que tu peux pas le faire bien en mode forcément quand ça vient de toi, le client il apprécie pas quoi, parce qu'il voudrait que ce soit le propriétaire de l'entreprise qui l'appelle pour lui expliquer que le personnel va changer quoi. Ouais. Donc du coup, prioriser les objectifs, se rappeler que dès que par exemple vous avez un bien IMO, dès que vous avez des investissements, en fait, c'est d'abord ça. Je dis pas que votre job est pas important ou que votre principale source de revenus n'est pas importante, mais en fait clairement dans les problèmes à traiter, c'est pas les premiers à traiter, et ça franchement ça fait une diff de malade, parce que si vous passez toujours après, il y a une chance sur deux pour que vous fassiez jamais ce qu'il faut. Et ça vaut un petit peu aussi dans l'argent, mettre, un peu optimiser les budgets, etc. En fait, payez-vous d'abord. C'est vous d'abord qu'il faut mettre de côté. Donc, vous mettez votre épargne de côté et après, on voit pour le reste. Ouais, quoi, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, il faut bien comprendre que quand ça, on avait parlé il y a longtemps, mais je trouve que c'est bien qu'on en reparle. Que effectivement, encore une fois, c'est vous qui êtes important, vos investissements, ce que vous voulez faire dans votre vie, et que si vous en occupez pas, personne s'en occupera pour vous. Donc ça veut pas dire qu'il faut faire du mauvais taf, il faut simplement faire le boulot tel qu'il doit l'être, mais dans l'ordre des priorités, le truc le plus important que vous devez faire, c'est vous occuper de vous, de vos objectifs et de la constitution de votre patrimoine auquel cas, et pas de simplement améliorer les chiffres de la boîte dans laquelle vous êtes. Ça, vous allez le faire dans tous les cas, vous allez le faire, mais le lundi matin, au lieu de perdre une heure à faire voler des papiers en l'air, vous vous occupez un peu de ce que vous devez faire cette semaine et d'établir un peu un plan pour avancer sur vos projets. Et déjà, rien qu'en faisant ça, c'est déjà énorme, et je pense que c'est vraiment le point le plus important en termes d'organisation. C'est ça. C'est vrai que c'est bien d'avoir un petit visu sur sa semaine et des tâches à faire, et des fois je peux comprendre, tu vois, il y a peut-être des urgences qui tombent au travail, on peut pas faire tout d'un coup, mais au moins étaler le travail et être sûr que les tâches soient faites, et qu'en fait vous vous retrouvez pas 3 semaines plus tard avec les mêmes tâches d'il y a 3 semaines quoi. Enfin sinon c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Pareil, ça je pense que ça me rappelle, je sais même plus dans quel épisode on en a parlé. Il y a quand même une petite réflexe, une petite notion, de rentabilité sur alors je pense surtout à ceux qui ont des jobs CDI, sur la notion de temps-argent. C'est-à-dire que, si vous êtes un SMIC, veillez quand même à avoir du temps à côté, c'est-à-dire qu'on fait pas plus que 16 heures et on s'étale pas jusqu'à 18 heures le soir alors qu'on n'est pas payé, tu vois. Ou pareil, si vous passez beaucoup de temps au travail, moi ce qui est mon cas vu que je suis cadre, et en fait, il faut quand même avoir une logique d'argent et être bien payé pour passer plus de temps que ce qui est prévu au travail. Et ça encore, moi j'ai mis 15 ans à le comprendre, mais soit. Donc quand même, et si, vraiment, et si ça convient pas, changez de taf. Franchement, vos employeurs, ils s'en rappelleront pas. Vous non plus. Dans 3 ans, vous savez même plus où vous avez travaillé, et c'est vous le plus important, et l'organisation de votre vie, quoi. Je suis entièrement d'accord. Surtout que, pour moi, ce qui va ensuite compter, une fois que vous avez fait cet effort de priorisation, ça va être la gestion de votre emploi du temps. Ouais. Et ça, typiquement, à chaque fois qu'on me dit, mais comment t'as fait en ayant ton job pour pouvoir acheter des biens immobiliers, parce que forcément, ça prend du temps, faut aller visiter. Enfin, déjà, faut regarder les annonces, faut téléphoner, faut prendre rendez-vous, faut aller visiter, éventuellement faire une contre-visite avec un artisan. Ensuite, il faut aller voir la banque, voire parfois aller voir plusieurs banques, aller voir le notaire, signer le compromis, vraiment toutes ces petites choses, aller faire les visites pour la mise en location, suivre les travaux quand il y en a. Toutes ces choses-là prennent énormément de temps dans votre, on va dire, votre marge de manœuvre hebdomadaire. Encore plus quand vous avez un job en plus avec des horaires fixes, parce que tout de suite quand vous avez des jobs, par exemple, je pense un peu à tous les métiers
tous les métiers type policier, infirmière, tous les gens métiers où tu vas décalés, soit travailler de nuit, soit tu ne vas pas travailler tous les jours de la semaine, c'est déjà plus facile parce que tu sais quel jour tu vas te dire bon ben voilà, ce jour-là c'est le jour où je vais faire mes visites IMO parce que je travaille pas le jeudi par exemple. Mais quand vous travaillez du lundi au vendredi, voire parfois le samedi, c'est plus compliqué. Là, à ce moment-là, en général, le samedi, malheureusement, ça va être un jour où vous allez beaucoup travailler pour un petit peu rattraper ce que vous pouvez pas faire dans la semaine. Et sinon, il va falloir être malin. Arriver à prendre des rendez-vous entre midi et deux, prendre des rendez-vous en fin de journée, voire des fois si vous êtes en télétravail, vous débrouillez pour que le travail que vous devez faire, vous le fassiez le matin ou le midi, comme ça à 14h vous êtes libre et vous partez faire les visites ou les rendez-vous que vous avez besoin. Ça peut être des solutions et vraiment il va falloir se creuser la tête et je sais que moi en général j'ai une vue sur mon emploi du temps à 10-15 jours à l'avance et vraiment je me creuse la tête en général pour vraiment penser à tout. Donc j'ai un calendrier où je marque les rendez-vous et quand j'ai quelqu'un au téléphone et que je dois prévoir un rendez-vous, je suis là en train de réfléchir où est-ce que je vais pouvoir caler le rendez-vous, voire parfois quand il y a des déplacements, parce que ça aussi ça prend beaucoup de temps quand vos investissements sont pas exactement là où vous vivez, il faut prévoir ce temps de déplacement et si vous vous déplacez, éventuellement vous déplacez pour plusieurs choses en même temps. Oui. En mode nous on a de l'immobilier principalement à 1 heure de chez nous. Et je sais que quand je me déplace à un endroit, on essaie de caler 2, 3, 4 rendez-vous en même temps. Par exemple, c'est ce qu'on a fait mardi. On parlait tout à l'heure de l'assemblée générale de copro qu'on a fait. On n'a pas fait que ça. On a fait 2 rendez-vous avec les artisans. On a été récupérer un loyer. On devait faire une visite. Ça, finalement, elle s'est pas faite. Mais voilà, on a essayé de caler 4, 5 rendez-vous sur la demi-journée. Comme ça, au moins, certes, on se déplaçait, mais on se déplaçait qu'une fois et on savait qu'on n'avait pas besoin d'y retourner cette semaine. C'est ça, exactement. Et pareil, du coup, ça implique du coup une notion de productivité. Et alors, je pense qu'il y a quand même, on peut pas être d'un coup ultra productif si on l'a jamais été. Je sais que ça vient un petit peu avec le temps et avec son organisation. Du coup, il faut trouver des astuces qui fonctionnent en fait. Je sais que par exemple, toi, tu utilises vachement les rappels. Ouais. Enfin, la fonction rappel du téléphone. Et c'est vrai qu'en fait, tous les lundis, tous les matins, je te vois avec ta liste de rappels qui apparaît. Et des fois, en fait, même quand il y a une tâche, il va pas la mettre pour aujourd'hui, il va la mettre pour plus tard. Mais à 9h le lundi, elle apparaît et c'est comme ça que tu fonctionnes. C'est ça exactement. Ça vraiment moi c'est mon petit tips. Après il y en a plein. On peut utiliser les notes, on peut utiliser les mails, mais moi j'utilise ou voir l'agenda directement. Moi je sais que la fonction rappel du téléphone elle est très pratique parce que vraiment dès que j'ai un truc à penser, je le note dessus. Je me mets le jour où je dois le faire, éventuellement l'heure. Des fois soit je mets tout le matin parce qu'au moins je sais que je vais devoir faire ça dans la journée. Soit parfois quand je sais que je dois faire un truc à telle heure, je me le mets un rappel un peu avant ou à l'heure précise pour y penser. Et vraiment, moi, ça me permet de me vider la tête et surtout de ne rien oublier. Et pour vous dire, des fois, je peux avoir 15 rappels prévus pour la semaine prochaine. En mode, chaque jour, il y aura un truc à faire. Ça me permet aussi d'éviter ce qu'on peut des fois un peu avoir le phénomène en mode, vous voulez tout faire le même jour et au final, vous n'arrivez pas à tout faire ou vous êtes exploser, voire des fois essayer de vraiment gagner du temps. Par exemple, je dois appeler quelqu'un pour 2 choses. Il y a une chose dont j'ai déjà la réponse que je dois lui donner et la deuxième chose, par exemple, je le saurai que quand j'aurai fait une visite. Je vais me caler le fait de rappeler la personne uniquement quand j'aurai fait la visite. Comme ça, je pourrai lui parler des 2 choses en même temps. Ça, c'est vraiment des petits trucs d'organisation que vous allez avoir. Et du coup, à chaque fois et en plus, je trouve qu'il y a le côté, c'est la to-do list, mais le côté un peu jouissif de, effectivement, quand le rappel, il est fait, hop, je le coche, hop, il disparaît de ma liste. Et je commence le matin, des fois, je peux avoir 5-6 rappels. Et en fin de matinée, il en reste 2. Et en fin de journée, il y en a plus, quoi. Ouais. Moi, je fonctionne avec la boîte mail. C'est un truc qui marche bien. Aussi, ça, on l'a peut-être pas dit, mais limiter les points d'entrée. Ouais, ça t'as raison. Après les points d'entrée, c'est un peu le problème parce qu'aujourd'hui on a tellement avec les réseaux sociaux, etc. Ça en reparlera tout à l'heure. Mais si vous avez des side business et qu'en plus, je sais pas, vous avez vos amis, votre famille, vous vous retrouvez avec les messages, enfin les SMS, Messenger, Instagram, WhatsApp, Telegram ou autre si vous avez en plus d'autres applications et vraiment voir si des fois vous avez plusieurs comptes Instagram, enfin vous vous retrouvez avec tellement de messages qu'à la fin vous avez le cerveau qui explose et en plus ces applis là elles sont tellement faites pour vous capter l'attention que moi ça m'arrive quand je dois répondre à quelqu'un sur Instagram, j'ouvre Instagram et souvent je suis captivé par le premier réel qui apparaît et d'un coup j'oublie pourquoi j'ai ouvert Instagram et je suis là devant mon téléphone comme un con en train de me dire putain j'ai ouvert Instagram, je devais faire un truc, je ne sais plus. Donc voilà, c'est comme tu dis, essayez d'avoir qu'un seul point d'entrée en mode si par exemple vous fonctionnez avec agenda, rappel plus mail, ça va peut-être un peu beaucoup, vous risquez de vous perdre. Ouais. Ce que je fais aussi c'est que alors moi je fonctionne avec les mails, c'est-à-dire quand Julien il a un truc à me faire il m'envoie un mail et en fait je le traite et dès que c'est traité je le supprime.
Et sinon, pour les rendez-vous, en fait, pour pas que j'oublie et pour pas qu'il oublie, je te fais des invites par calendrier dès qu'on convient d'un truc, comme ça, t'oublies pas, et moi non plus, j'oublie pas. On n'a pas besoin de s'appeler pour se le dire, quoi. Ouais. Après, je vous conseillerais aussi de toujours être focus sur une seule tâche. Quand vous faites quelque chose dans votre journée, vous ne faites que ça. Et typiquement, mettre votre téléphone en mode avion ou en mode lune, en mode ne pas déranger, c'est vraiment le mieux. Je prends 2-3 exemples, mais par exemple, je sais que moi, je vais toujours au sport au milieu de journée. Tous les jours, je vais au sport entre 13 et 15 heures. Je sais que quand je suis au sport, je me mets en ne pas déranger, je ne suis qu'au sport. Ouais. C'est rare, ça peut arriver quand vraiment on doit prendre des coups de téléphone ultra importants, ça peut m'arriver de faire des exceptions. Quand même, ouais, on va dire ça arrive une fois par mois maximum. Et à l'inverse, si par exemple je suis en train de traiter mes mails pour mon job salarié, je ne traite que mes mails pour le job salarié. Si le téléphone sonne, je réponds pas. Et alors je sais que toi des fois tu me réponds parce que je suis un peu tôt quand j'appelle et que t'es encore en train de faire un truc entre midi et 2. Mais c'est vrai que souvent quand je te vois faire, t'es vraiment focus. Ah, tu peux me parler, j'entends rien, quoi. L'immeuble peut s'effondrer, il sera toujours en train de taper sur son ordi, et en fait, c'est traité et c'est fini. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et vraiment, la concentration, c'est quelque chose qui se perd, on va pas, si, avec les téléphones. Oui, mais voilà, ça, je pense que vous entendez parler partout. C'est vraiment quelque chose, quand vous arrivez à récupérer votre concentration, vous pouvez avoir une productivité qui est vraiment énorme et avancer beaucoup plus vite. J'ajouterais aussi, en plus de un peu la to-do list, c'est aussi quand, par exemple, vous avez des choses, qui sont pas forcément urgentes, mais que vous voulez pas oublier, vous les écrivez quelque part. En mode, moi, par exemple, tous les mois, quand je fais moi un petit peu je sais pas, je check tous les comptes bancaires, je regarde si les locataires ont payé. Si par exemple il y en a qui ont pas encore payé, je le note, je le mets dans mes notes, et du coup ça me permet si je sais pas 2-3 jours après, je re-regarde s'ils ont payé, de pas recommencer à tout regarder, mais de simplement chercher les 2-3 virements qui me manquaient, par exemple. Ça c'est quand on en a vraiment beaucoup. Oui. Ouais, parce qu'en fait, du coup, on a si vous avez... on a 45, et en fait, du coup, c'est vrai que c'est dur de se rappeler qui. Et surtout qu'ils sont éparpillés sur 4 ou 5 comptes bancaires, donc 5 comptes bancaires. Donc effectivement, quand vous devez recevoir 40 virements par mois sur 5 comptes bancaires, ça prend un petit peu de temps à tout checker tous les mois, mais voilà, c'est des petites routines que vous avez, que vous pouvez faire, et vraiment tous ces petits points qui vous permettent de vous décharger l'esprit, ça vous permet là encore d'augmenter votre productivité, en mode si vous êtes en train de faire quelque chose, vous n'allez pas avoir une idée de quelque chose que vous avez oublié ou pas fait qui va émerger, même si des fois ça arrive, mais au moins vous le limitez au maximum. Du coup, dans l'ordre, je dirais sur les priorités, d'abord les investissements, ensuite le job salarié ou pour les entrepreneurs, je pense que ça vient aussi après ça. Le side business si vous en avez un, et en dernier la vie privée. Même si du coup, faut rappeler que c'est important d'avoir des choses qui nous font plaisir, sinon vous finissez en burn-out. Et là, vous pouvez rien faire. Donc il faut quand même vous prévoir des temps dans votre semaine où vous faites quelque chose qui vous fasse plaisir. Julien, par exemple, il adore le sport. C'est une fois par jour. Moi je sais pas, je lis des livres, il faut faire des choses qui vous font plaisir et qui vous reposent surtout. Tu vois, j'aurais une vision un peu différente de toi sur ce sujet-là. Moi honnêtement, je dresse pas un ordre des priorités dans mon agenda. En fait, t'as ce que je priorise, mais quand j'établis mon agenda, j'essaye surtout de faire en sorte que j'arrive à mettre les 4 dedans. Par exemple, moi je sais qu'il y a un truc qui bouge pas tous les jours, c'est mon sport, 13-15 heures. Donc tu vois, toi par exemple, tu mets la vie privée en dernier. Ouais. Moi je sais que mon sport, c'est quelque chose qui est vraiment primordial dans ma journée, et je sais que je vais organiser mes rendez-vous en fonction de ça. Ça peut m'arriver de le décaler parce qu'il n'y a pas le choix, mais à partir de là, par exemple, je vais essayer de me caler un rendez-vous avant ou un rendez-vous après, mais pas un rendez-vous à cette horaire-là. Pareil, je vais en général dans ma même matinée me mettre des temps pour chaque truc. Par exemple, les investissements en général, c'est ce que je vais faire en premier. Derrière, je vais peut-être m'occuper du podcast ou nous occuper de nos side business, etc. et essayer de faire avancer. Et puis après, en fin de matinée seulement, je vais traiter ce que je dois faire pour le boulot, voire faire un petit peu les deux en même temps, même si je le recommande pas. Enfin, vraiment, ça va dépendre des jours et de comment je m'organise. J'essaie vraiment de arriver à tout faire en même temps. Et par exemple, si pareil, j'ai des amis qui m'ont proposé une activité ou quoi, j'essaie de la caler. Faut juste que je la cale en avance. Tu vois, par exemple, le bot qui vous appelle, qui vous dit ouais, cet après-midi, tu fais quoi? Non, ça marche pas. Non, cet après-midi, je suis pris. Mais si tu veux, on peut trouver un après-midi la semaine prochaine. Tu vois, c'est plutôt comme ça que je le fais. Donc c'est pas vraiment une priorisation en mode ça d'abord et ça après, mais plutôt j'essaie de tout faire ensemble et d'essayer au mieux de tout caler dans l'agenda. Pour ce qui est de l'organisation à deux, c'est vrai que ça change quand même pas mal de choses par rapport à quand on est tout seul à gérer.
Je pense que ça peut rajouter un peu de difficulté déjà, parce que quand on est deux, forcément, vous n'êtes pas tout seul à vous gérez quelqu'un d'autre ou vous êtes géré par quelqu'un d'autre. Je pense que déjà, tout le monde ne peut pas travailler à deux. Je pense que c'est quelque chose qui est important à rappeler. Faut quand même voir à l'avance si c'est faisable ou pas. Et Oui. pour ça, faut bien communiquer. Surtout que quand on dit à deux, ça peut être un couple, ça peut être deux associés, ouais, ça peut par être enfant. par enfant, frères et sœurs. Enfin voilà, ça va être avec qui vous allez soit travailler dans un business, soit faire des investissements. Et c'est vrai que là, tout de suite, c'est plus difficile. Je pense que déjà, la communication, ça va être la base. Savoir qui va un petit peu diriger, driver les choses, parce qu'il Ouais. y a toujours un des deux pour Parce plusieurs que raisons. Soit il y en a un qui va avoir plus d'expertise que l'autre, soit il y en a un qui a un tempérament plus fort. Enfin, il y a plusieurs choses qui vont pouvoir l'expliquer. Et ça, faudra être à l'aise avec ça, le comprendre. Et c'est là-dessus que, on va dire, le travail ensemble va pouvoir se faire, quoi. ouais, parce que là encore cette semaine, on a vu un pote qui nous a dit qu'il se séparait de son associé, qui est pourtant son ami d'enfance. Et en fait, il a raison, ils sont pas complémentaires et sur la manière de voir les choses et de Ils voient s'organiser, pas du tout pareil. ils sont pas du tout pareils et forcément ça marche pas. Donc ça, c'est quand même vraiment à prendre en compte. Pareil, moi je sais que de nous deux, c'est toi qui prends le lead sur beaucoup de choses. Et en fait, je suis C'est moi qui t'ai proposé le podcast. Ouais. Et en fait, je suis ok avec ça. Et je sais que ça peut déranger plein de gens de se faire. Nous, on a une organisation par mail, mais je sais qu'il y en a, ça leur ferait péter des plombs d'avoir des directives comme ça ou faire des choses, tu vois. Ouais, mais en fait, faut être à l'aise, tu vois, par exemple. Des fois, ça fera rire. Je sais pas si nos amis écoutent le podcast, mais auquel cas, ça les fera rire. Des fois, il y en a qui trouvent que je suis un tyran, tu vois. En mode, parce que je décide trop et que je laisse pas la place, mais parce qu'en fait, typiquement dans nos investissements, c'est fait comme ça, mais à l'inverse, je donne vraiment un exemple complètement différent. Si maintenant je vais déménager la maison d'un pote et que ce pote-là a organisé son déménagement, je vais suivre ses directives, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui ait forcément besoin de décider particulièrement, mais si par contre tu me laisses prendre le lead et que tu me laisses décider, c'est sûr que à ce moment-là, on fait comme j'ai décidé. Et je pense que notamment dans une association, c'est bien de pas changer là-dessus. Mais ça veut dire aussi que quand vous avez ce type de tempérament, faut être capable d'accepter aussi que des fois, d'autres personnes vous disent comment faire certaines choses, quoi. Exactement. Et puis, toi, quand tu délègues, souvent tu sais le faire, tu vois. Oui. Je veux dire, tu ne me délègues jamais un truc que tu saurais pas gérer. Oui, parce que en fait, ça casse complètement la vérification, tu vois ce que je veux dire. Enfin, là, dans notre cas, on n'est pas sur la vérification comme un manager avec son salarié, mais genre en mode, si derrière tu me dis est-ce que c'est bien fait, faut que je sois capable de te dire si c'est ça qu'on a besoin ou pas, quoi. Ouais. Et ça arrive souvent des fois en plus où je sais pas, je suis là et j'ai besoin que tu me dises parce que sinon je sais pas. Pareil sur les sphères de compétences, je pense que c'est important de savoir qu'est-ce que vous pouvez prendre en charge et qu'est-ce que vous pouvez pas. C'est-à-dire dans le sens où ça vous coûte trop d'énergie, trop de charge mentale. Et nous, ça se voit assez facilement. Ouais. Et là, on est complètement différents là-dessus, mais assez complémentaires, donc ça c'est ouais, parce que moi je fais pas mal tout ce qui est administratif, etc. Parce que j'ai fait une allergie. Ah ouais, moi vraiment. Vous me posez des papiers sur mon bureau, forcément cliquer quoi. Mais genre, tu vois, pour encore une fois, pour donner l'exemple aux auditeurs, vous imaginez pas comment genre prendre un papier, le scanner. Ça c'est souvent quand je suis au boulot, genre scanner un papier, ça marche pas, le logiciel bug, c'est les genres de trucs, ça vraiment, genre je n'ai aucune patience, ça me fait péter les plombs direct, tu vois. Donc c'est vrai que je déteste avoir du papier en main, etc., devoir m'en occuper, remplir des formulaires, c'est vraiment ce que je déteste le plus, même si encore une fois c'est pas difficile à remplir un formulaire, en général il suffit de lire les cases, c'est juste que je vois le formulaire avec plein de cases à compléter et genre tout de suite ça me dit non, j'ai vraiment pas envie. Et à l'inverse, toi par contre t'aimes pas trop appeler les gens. D'une manière générale, je suis assez introvertie et franchement, moi je les ai au téléphone mais je me porte. Vraiment. Et moi, à l'inverse, c'est quelque chose qui me dérange pas trop, surtout que je suis assez organisé là-dessus. En général, les appels, je les cale pendant que je suis en voiture parce que en fait, je conduis beaucoup, j'ai beaucoup de temps de trajet pour tous les rendez-vous. Du coup, en général, je fais les appels téléphoniques pendant ce temps-là. Donc déjà, ça me fait passer mon trajet et en plus, moi, ça me dérange beaucoup moins de téléphoner. Donc on est assez complémentaires là-dessus et c'est vrai que ça permet de bien avancer. Même si, encore une fois, c'est pas parfaitement étanche. En mode, des fois, je dois faire un petit peu d'administratif parce qu'il y a des fois des papiers, je peux pas te laisser tout faire non plus. Et à l'inverse, des fois, il y a des coups de téléphone dont toi, tu t'occupes, quoi. Le tempérament aussi, je pense que c'est assez important de le prendre en compte d'une manière générale pour surtout les partenaires de business, je pense, que ce soit un agent IMO, un notaire ou des trucs comme ça. Souvent c'est à prendre en compte. Je sais que moi je peux gérer l'approche qui est facile, c'est-à-dire où il n'y a pas de risque d'embrouille ou
ouais, c'est juste administratif, c'est un renseignement, un ci, un mi. Par contre, dès que, alors peut-être parce que je suis une fille, mais souvent, dès qu'il y a une relation un peu tendue, c'est Julien qui intervient assez rapidement et facilement. On m'appelle pour la bagarre. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que ça va dépendre aussi de nos interlocuteurs. Tu vois, par exemple, des fois, il y a des interlocuteurs avec qui, je sais pas pourquoi, là, un peu, on est un peu good cops, bad cops. Tu vois, c'est, moi, je suis un peu plus brut et toi, t'es un peu plus douce. Et en fonction des interlocuteurs, des fois, l'un ou l'autre ne marche pas forcément. C'est vrai. Mais on peut, enfin, il y a pas de règle, que ce soit locataire, administration, banque, ça dépend vraiment. En fait, des fois, ça match pas. Par exemple, je sais qu'il y a certains locataires, c'est toi qui les gères, d'autres c'est moi qui les gère parce que c'est pas les mêmes tempéraments et que ça peut pas se passer de la même manière. Et pareil sur, des fois, que ce soit l'administratif, type les banques, les assureurs, des fois, toi, t'as un bon feeling et moi, à l'inverse, des fois, j'ai un meilleur feeling que toi. Donc, au final, celui qui prend la relation, en général, il la garde. Par exemple, il y a certaines banques, c'est moi qui appelle, et il y a d'autres banques, c'est toi qui appelle, par exemple. Ouais. Puis des fois, tu me dis, appelle les chouines, tu vois. Ouais. Ça marche mieux. Ça, pour le coup, c'est la strat ultime, hein. Désolé les hommes, mais ça, toute logique, vous pouvez pas le faire, mais c'est l'avantage d'être une femme, c'est que des fois, vous pouvez appeler et chouiner, et des fois, ça aide à débloquer des situations. C'est vrai que ça marche. Et notamment nous, parce que nous, je pense que ceux qui écoutent le podcast ont peut-être les mêmes problèmes au niveau de l'âge. On a l'air jeune, alors souvent, moi, me prendre haut, j'ai tendance à me raidir très rapidement, et je dis, c'est qui ce malade, et du coup, ça les calme un petit peu. À l'inverse, si effectivement, quand toi, Marie, tu vas un petit peu voir en chouinant un peu plus, c'est vrai que des fois, ils peuvent un peu faire avancer les choses en mode, allez, vas-y, on fait une exception, tu vois. Donc, c'est ça. Faut prendre ce qu'il y a à prendre et pas cracher dessus, quoi. Et après, il y a les répartitions des tâches. C'est vrai qu'en fait, faut pas qu'on fasse les mêmes tâches, sinon on n'avance pas. Ouais, ça on avait parlé un peu plus haut sur les sphères de compétences, et je pense que ce qui est surtout le plus important là-dessus, c'est de définir à quel moment on va faire un peu le récap de ce qu'on a fait, ce qu'on a avancé des choses qu'on avait à faire pour nos business, pour les investissements, voire pour le privé des fois. C'est vrai qu'on peut pas avancer chacun de notre côté, au bout d'un moment on est obligé d'appeler, on s'appelle, mais on est obligé de faire le point assez régulièrement parce que en fonction de les tâches qui sont accomplies, il y a des changements de situation, il faut qu'on soit d'accord là-dessus, quoi. C'est ça, et ça, je pense que c'est des conseils un peu plus qui s'adressent aux couples, parce qu'effectivement, si vous avez un partenaire de business, vous viviez pas avec, pareil pour votre frère ou votre sœur, sauf exception, mais c'est les moments où, effectivement, il faut être capable d'avoir quand même une vraie vie privée où vous parlez pas boulot H24, et du coup, on arrive petit à petit à faire des points un peu comme une team dans une boîte, et se dire voilà, là il faut qu'on voit ça ensemble, qu'on voit ce qui a été fait, et aussi qu'on trouve les moments où par exemple on va pas parler boulot, ou à partir de par exemple 20h le soir on s'interdit de parler boulot, parce que malheureusement sinon on a tendance à en parler tout le temps, on en a trop parlé les dernières années, et je sais que là on arrive un peu à lever le pied dessus, c'est quand même plus confortable depuis quelques mois. Et je pense que je l'ai dit déjà, mais du coup éviter d'être deux au même endroit. Non, ça t'en as pas parlé, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que en fait c'est une histoire de renta, je trouve. En fait la renta, si on devait rémunérer notre temps, on peut être complètement payer deux fois pour la même chose, quoi. Donc et surtout qu'en fait avec tout ce qu'on a à faire, quand on est deux au même endroit, ça veut dire que le reste avance pas. Donc typiquement s'il y en a un qui se déplace, en fait l'autre ça lui laisse du temps, soit pour avancer l'administratif encore une fois, ou répondre aux mails, ou à l'inverse faire un autre rendez-vous. Et autant il y a parfois des choses importantes, par exemple à l'AG on s'est déplacé à deux parce que c'était l'occasion qu'on faisait plein de rendez-vous en même temps le même jour, mais si par exemple on doit faire des visites pour des locataires, visites de biens immobiliers, etc., on y va pas deux, on y va chacun de son côté. Chacun de son côté, et là aussi des fois je pense les fois où on peut être à deux, souvent c'est parce que genre par exemple soit je vais me faire engloutir ou un truc comme ça, ou tu vois ça fait un peu ou des fois par exemple il y a un rapport de force, tu peux pas être 3 contre 1, ou en fait c'est juste un rapport de force. C'est ça, pareil, ça t'as raison de le dire, ça je vous conseillerais, même ça par exemple pour les personnes qui investissent seules, ça je vous le conseillerais, mais quand vous sentez que vous allez vous retrouver à un moment donné dans un peu une négociation et que vous allez être tout seul face à plusieurs personnes, n'hésitez pas à ramener quelqu'un. Et ça détend tout. Ça détend tout le monde, parce que typiquement je sais plus, dans l'épisode précédent j'avais raconté que je m'étais pris la tête avec des fonctionnaires de mairie et qu'ils étaient 4 et que j'étais tout seul, et en fait c'est une grosse partie de ce qui a fait que ça a été aussi tendu, c'est qu'en fait ils étaient 4 en face, 3 et demi en face on va dire, et moi j'étais tout seul, et rien qu'on aurait été 2, et mieux encore on aurait été 3 en fait, 3 contre 4 tout de suite en termes d'échange,
Ça se serait aplani, ouais. Ça se serait aplani parce que en fait, quand vous avez genre les fonctionnaires qui sont en train de vous balancer réplique après réplique, bah vous, entre guillemets, vous l'avez déjà vu dans une conversation, vous avez plus vous donner de la tête, alors que moi, quand vous êtes plusieurs, bah tout de suite, ça détend un petit peu tout. C'est ça. Voilà, on le fait jamais, d'habitude, c'est un concours de circonstances, la personne qui devait t'accompagner, elle a pas pu. Elle a pas pu, toi tu pouvais pas non plus. Et l'élu aussi, il pouvait pas, enfin bref, et moi j'ai pas pu non plus, donc voilà. Est-ce que t'as d'autres conseils à donner? Non, je pense qu'on est pas mal en termes d'organisation. Après, c'est à vous de tester des choses et de voir, nous on vous donne des pistes de réflexion, c'est ce qui fonctionne pour nous. Et nous, on en a beaucoup aussi. Je pense que ça joue un petit peu. En réalité, vous avez le temps de la peaufiner, le temps que tout prenne de la place, etc. Nous, c'est parce qu'on en a vraiment beaucoup et que... Oui. Après, tu vois, autant là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens que, bon, certes, nous, on a besoin d'être... En fait, on n'a pas le choix que d'être très organisé. Mais je pense même, tu vois, pour les gens qui ont pas autant d'investissement, qui n'ont pas de side business, ou peut-être simplement qui réfléchissent à passer à l'action, en fait, à partir du moment où tu commences à t'organiser, tout est simple. En mode, par exemple, même tu prends quelqu'un qui a pas d'investissement, qui juste peut-être il investit vite fait en crypto, il a son job salarié, etc. S'il commence à être super organisé, il va récupérer plus de temps pour aller au sport, pour avoir une nouvelle passion, pour rencontrer quelqu'un s'il est célibataire. Enfin, tu t'imagines pas le nombre de choses que tu peux faire quand tu récupères du temps dans la journée. Donc, je pense qu'en vrai, peu importe votre situation, le fait d'être plus organisé, c'est un game changer de fou. C'est que ça me fait penser à un salarié là qui était avant chez nous. En fait, le mec, il faisait le job de 2 personnes et à 17h, il partait. En fait, le gars était tellement organisé, genre machine de guerre, que vraiment 17h, il disait de toute façon, je veux pas rester, donc je pars. Mais en fait, son travail était toujours fait. Et en fait, quand il est parti, ça fait un giga problème parce que du coup, on s'est rendu compte du volume qu'il couvrait. C'est pour ça qu'il est parti d'ailleurs. Et que par rapport à ses collègues, effectivement, le mec était bien rentable quand même. Ouais. Et tout ça parce qu'il était organisé. Ah, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ça pareil, je suis pas revenu sur par exemple comment je m'organise dans mon travail salarié. En plus on approche de la fin et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais c'est vrai que là aussi j'ai plein de tips. Ton avantage c'est le télétravail, je trouve quand même. Ouais, j'ai du télétravail, mais tu vois pareil, en vrai, typiquement les rendez-vous que je fais avec les clients, je ne fais un rendez-vous que s'il faut faire un rendez-vous. Genre, j'ai arrêté de faire des rendez-vous stériles où en fait tu te vois pour 3 bricoles que tu peux régler par téléphone. Faire un rendez-vous téléphonique, c'est un gain de temps de fou. Parce que quand vous déplacez avec quelqu'un, en général, vous allez passer entre une demi-heure à 1 heure avec la personne en face à face. Si vous êtes au téléphone, vous divisez par 3 cette durée. Pareil, moi je sais que le téléphone, c'est quelque chose qui mange beaucoup de temps et beaucoup d'énergie mentale parce qu'en fait, vous êtes en train de faire quelque chose, quelqu'un vous appelle, vous décrochez, vous perdez ce que vous étiez en train de faire, la personne vous demande quelque chose, vous devez pas oublier de faire ce qu'il vous a demandé. Enfin, je trouve qu'en termes de concentration, de productivité, c'est un enfer. Typiquement, je ne réponds au téléphone, même de manière générale, sauf exception, je réponds jamais au téléphone dans mon job salarié. Je le rappelle tout le temps en fin de matinée ou en fin d'après-midi. C'est-à-dire que la personne, quoi qu'il arrive, je la rappelle toujours dans la journée. Juste, c'est pas elle qui décide quand je l'appelle parce que sinon, j'avance pas sur ce que j'ai à faire d'autre, quoi. Ouais, moi aussi je les prends jamais. Déjà, j'aimerais savoir pourquoi il m'appelle, qu'est-ce qui nécessite. Ouais. C'est la meuf qui est vraiment personne, qu'est-ce qui nécessite un appel parce que moi j'ai des gens en dessous donc normalement ils doivent prendre les appels et vraiment je rappelle tout le monde au même moment et tant pis s'ils me décrochent pas, ça sera pour le créneau d'après parce que comme tu dis en fait sinon t'es interrompu tout le temps, c'est insupportable. Bah oui, sinon t'avances pas. C'est insupportable. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. Ouais. N'hésitez pas, comme on vous l'a dit, à mettre 5 étoiles sur c'est vrai. J'allais le dire, tu me l'as arraché de la bouche, c'est parfait. Et ça nous ferait plaisir, ça fait monter l'algo et c'est cool. On se dit à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Ciao. Salut, ciao.